Salut à tous les boss, quel plaisir de vous retrouver pour cette soirée Ligue des Champions. On a vibré, on a vu pas mal de choses. Ça a commencé à 18h45 avec ce match qu'on attendait tous, forcément le Ajax-Benfica, le Nulico. Et puis finalement on avait aussi de grands rendez-vous à 21h avec l'OM qui devait l'emporter pour continuer à y croire face à Newcastle. Ça a été fait, le job a été accompli. Et puis forcément un choc qui rappelle beaucoup de choses, hein. Le Chelsea-Barça, un air de revanche, 2009, 2012, il y en a eu plein, hein, des matchs assez épiques, même à l'époque avec Ronaldinho, je crois que c'était en 2006, donc c'est vrai que Chelsea-Barça, pour ma génération, c'est un peu un classique parmi les classiques. Et puis on a vu d'autres choses, hein, à droite à gauche, City qui paume à la maison contre Leverkusen, la Juve qui s'en sort in extremis contre Bodo Glimt, Dortmund qui continue à prendre des victoires, des points sans que personne ne parle trop d'eux. Ils aiment bien avancer comme ça, Dortmund, hein, masqué. Et puis globalement, comme toujours, on va débriefer tout ce qui s'est passé sur cette soirée Ligue des Champions. Donc moi, j'étais évidemment le match de 18h45, j'étais animé d'une mission un petit peu en me disant ce Ajax-Benfica, j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de l'analyser, j'ai envie de comprendre pourquoi. Et forcément, c'était un match entre deux équipes malades, c'était pas grandiose, mais il y a une équipe qui est peut-être plus malade gravement que l'autre, hein. Il y en a une qui a peut-être une hépatite B, l'autre qui a peut-être une grippe, tu peux t'en remettre. C'est assez compliqué, hein, pour l'Ajax, franchement, je sais pas comment ils vont s'en sortir parce que cette saison est le plus grave pour cette équipe. Et on avait envie de voir ce que l'Olympique de Merveille, l'Olympique de Marseille allait nous réserver à 21h. Et écoutez, franchement, le match a été riche en émotions, en rebondissements, le démarrage catastrophique, les occasions loupées, puis la seconde période de patron. Donc on verra un petit peu le reste du programme pour l'OM qui va donc affronter l'Union Saint-Gilloise, Liverpool et Bruges. Et puis c'est vrai qu'on avait ce Chelsea-Barça qui était un petit peu le match qu'on attendait. Alors demain, par contre, il y a vraiment beaucoup de gros rendez-vous. En même temps, il y a le PSG-Tottenham, il y a l'Atlético-Inter et il y a surtout le Arsenal-Bayern, deux des meilleures équipes d'Europe qui s'affrontent. Donc même si on regrettera toujours qu'il y ait des absents, des suspendus, des blessés, tout ça. Mais c'est vrai qu'on a vraiment envie de voir ce que ça va donner. Et à 18h45, il y a quand même le Pafos Monaco. Donc d'habitude, Monaco, ils sont un petit peu en dessous des radars, en mode on n'arrive pas trop à les voir. Là, on va pouvoir un peu se concentrer sur Monaco en LDC qui a 5 points, même si en championnat, on le sait tous que Monaco, c'est cata. Pour le coup, l'ASM en LDC a un vrai coup à jouer, donc pourquoi pas les retrouver au moins en barrage. Ce serait quand même bien pour notre bon vieil indice UEFA, parce que bon, je crois qu'il y a une autre équipe du côté de la Côte d'Azur, faut pas forcément trop compter sur eux pour nous rapporter des petits points, hein. C'est compliqué pour ces gars-là. J'espère qu'en tout cas que vous êtes en forme, je vois qu'il y a pas mal de monde sur le chat. Félicitations d'abord à Mugirawan77 qui nous annonce qu'il a été diplômé de son master, donc félicitations le boss, célèbre bien ça, tu es au bon endroit, au moins pour prendre une bonne dose d'analyse foot, de retour en LDC, et rien que pour toi on va essayer de passer plus de 2 minutes sur le Slavia Prague Athletic Bilbao, que j'ai pas pu voir évidemment. Alors comme toujours, vous savez que c'est sur LDC, c'est particulier parce qu'il y a beaucoup de matchs qui sont intéressants sur le papier. Moi après, il m'en faut pas plus, hein. J'ai pas besoin de vous le dire les gars, moi, hein, même des matchs de Conference League, j'ai moyen de me chauffer un petit peu. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai bien regardé l'Ajax Benfica en entame. Et après ce soir, il y avait le multiplex qui tournait. J'avais un œil très attentif sur le Chelsea Barça. Et évidemment, le gros fil rouge, c'était l'OM Newcastle. Donc, comme toujours, ces débriefs ils sont un peu particuliers parce qu'on est à chaud. J'ai pas pu voir toutes les rencontres. Mais j'ai vu les buts, j'ai vu les tendances, j'ai vu les gros faits de jeu. Voilà, c'est comme d'habitude, il faut prendre ce débrief tel qu'il est fait, à chaud, avec un visionnage de match des fois qui peut être partiel. Mais l'OM, vraiment, j'ai pu tout voir, l'Ajax aussi, et le Barça, on a pu suivre ça attentivement. Donc déjà, félicitations au boss Mugiran. Je vois qu'il y a aussi des habituels dans le chat, comme Thibaut, supporter Dortmund, qui doit être comblé, Brandon, Rudy. On a également des personnes qui sont là pour la première fois, comme le Milanais, comme Early VSM. Ça, c'est plaisir de voir toujours des petits nouveaux. Tomsko, Meduse, Danston, Krakito, Le Coq. Vous êtes au bon endroit, Soigno et même Rétro qui est aussi là pour la première fois. Sous ce chat, la modératrice qui vous rappelle évidemment, n'hésitez pas,
les likes, les abonnements, les étoiles, le pousser, tout ça. On est disponible sur YouTube en podcast, donc dès que les rediffs, dès que les lives sont terminés, moi je poste tout en rediff, donc pour ceux qui voudraient rattraper ça. Et chaque semaine, vous le savez, on essaie de sortir un petit contenu comme ça. On prépare des choses en dehors des lives parce que voilà, j'aime bien aussi alimenter ça, faire du contenu à froid. Donc normalement, vendredi, il y aura une nouvelle chose qui va sortir de la bonne vieille cuisine. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir aller petit à petit sur nos débriefs. C'est vrai que Liverpool, alors tu les joues en janvier. Ça va être quand même dans 2 mois. C'est toujours pareil, hein, ce genre d'équipe, en 2 mois, la dynamique, elle peut nettement s'inverser. Bien sûr, ça aurait été idéal de les jouer là, mais c'est toujours pareil, ce Liverpool, je m'en méfie parce que est-ce que ce sera avec Arne Slot? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont prendre plus de responsabilités? Est-ce que tu vas déjà avoir des choix forts au mercato hivernal? On ne sait pas, parce que pour l'instant, c'est vrai que ça va droit dans le mur. Mais pour l'instant, Liverpool en LDC est à 9 sur 12, donc la situation, elle est critique en PL, mais à voir en LDC leur parcours, ça va être assez intéressant de s'avancer là-dessus, quoi. Tu postes pas souvent sur Spotify? Alors écoute, Wackle, je poste tous les rediff, tous les trucs sur Spotify. Alors peut-être que t'es pas au courant, ou peut-être que tu fais partie de l'ancienne génération. Je rappelle que j'ai arrêté les débriefs de Scipion cet été. Par contre, au niveau des podcasts, le COP de Scipion, c'est la nouvelle émission. Donc il y en a une qui s'est arrêtée et l'autre qui récupère tout, où j'avais Formation FC, où j'avais mes émissions débriefs, les lives, tout ça. Donc là, j'ai décidé de rassembler tout en une seule plateforme, en seul podcast, comme ça j'évite de m'éparpiller. Et vous, si vous voulez m'écouter en audio, vous avez ça, donc le COP de Scipion, encore une fois, si tu veux m'écouter, le boss, je vais juste te mettre le petit lien comme ça dans le chat. Si tu veux me retrouver de manière efficace, on est dispo ici, et on met, comme je te dis, tout ce que je fais, à part comment ça s'appelle, à part les formats courts. Et encore, peut-être que je devrais inventer un truc, genre une espèce de récap, le zap de Scipion, et mes formats courts, je récupère les audios, mais bon, ce serait un petit peu forcé. Je suis pas sûr que ce serait hyper agréable d'écouter genre une pastille d'une minute 32 minutes. Mais en tout cas, merci à toi de m'écouter. Et puis pas de souci. Évidemment, ça a un moment toujours sympa de partage entre nous. Du coup, on va aller petit à petit sur ce qui nous intéresse, c'est cette soirée de LDC. On rappelle que évidemment, on est sur la 5e journée, donc on commence à avoir petit à petit des dynamiques et surtout des matchs couperés. Et tu vois, l'OM qui était en dehors du top 24, en attendant pas mal de matchs d'équipes demain, type Francfort, Bruges, Pafos, Monaco, le PSV, Atlético. Après, il faudrait quand même beaucoup parce qu'il y en a qui s'affrontent comme Monaco et Pafos. Je pense que l'OM devrait garder quand même cette place dans les 24 et ça va être de bon augure pour la suite parce que peut-être que mentalement ça peut être difficile si t'es hors de ce classement où t'es barragiste d'aborder les prochaines rencontres, mais au moins il fallait cette victoire. Après, même si tu ne gagnais pas ce soir, mathématiquement c'était pas foutu. Opta a fait des prévisions LDC en mode il faudra cette saison peut-être 8 ou 9 points pour se qualifier parmi les 24 premières équipes. Donc l'OM n'est plus qu'à 2 points, 3 points de cet objectif final. C'est vrai que si tu vas chercher une victoire par exemple en Belgique, tu pourras assurer le coup. Après, mieux vaut quand même terminer plus 16e, 17e que 23e, 24e, parce que si tu termines dans ces eaux-là, ça peut être le Real, Liverpool, ça peut être des morceaux, des adversités assez relous à venir. Donc l'OM a fait le job. On peut voir que le Barça n'a que 7 points et que le Barça pourrait peut-être un peu plus glisser, hein, parce que l'Atlético affronte l'Inter demain. T'as l'Atalanta qui se déplace à Bergame, donc peut-être qu'ils vont pas perdre beaucoup de place. T'as Monaco et le PSV, par exemple, tu vois, Monaco qui serait devant le Barça après 5 journées en LDC. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait prévu ça, s'il emporte contre Pafos. Après, oui, c'est vrai que le Barça a peut-être des adversaires un peu plus abordables, parce qu'ils ont affronté Chelsea et le PSG. Donc là, sans doute qu'ils vont avoir un peu plus d'opposition simple. Et puis on retrouve en haut, tu vois, ce que je te disais sur Dortmund. Dortmund, c'est toujours masqués, ils avancent masqués et ils sont là, 4e. Ils vont encore terminer dans le top 8. Ils vont faire leur parcours comme d'hab en quart. Et puis ainsi de suite, ils vont continuer à se qualifier. Enfin,
C'est une saison comme une autre pour ce bon vieux Borussia. Et le PSG qui demain, s'ils battent Tottenham, ils peuvent, tu vois, revenir à la hauteur. Bah, faudra voir, hein, parce que Bernard Arsenal, ça va se neutraliser. L'Inter qui affronte l'Atletico, est-ce qu'ils feront encore une victoire supplémentaire? Mais le PSG, tu vois, finalement, la victoire contre le Bayern, peut-être que tu vas pas réussir à terminer par les deux premiers. Mais si tu bats Tottenham, c'est ça qui est bien pour eux dans cette formule LDC, comme ils avaient fait le job avant. Au moins, tu vas vite réintégrer ce classement-là. Et le PSG, de mémoire, il leur reste Newcastle à la maison, le Sporting et Bilbao. Donc, il y a un monde où je pense que cette équipe sera dans ce bon vieux top 8, quoi. Ouais, après, sinon, évidemment, pas besoin de vous présenter qui est le dernier de la classe. Hein. Est-ce que l'Ajax, ils vont le faire, en fait, hein. Qu'est-ce qu'il leur reste, en fait? C'est ça la question. Ils vont à Karabag. C'est archi relou d'aller là-bas. Chelsea n'a pas gagné. Je donne pas cher de leur peau. Ensuite, ils vont à Villarreal. Villarreal qui aura sans doute besoin de victoire pour aller chercher une qualif. Et l'Olympiakos, à voir dans quelle situation ils seront. Peut-être que si Olympiakos n'a plus rien à jouer, ça peut être un match où ouais, ils peuvent saisir d'opportunités. Mais t'imagines quand même l'état de l'Ajax en 2025. On en est au point où on se dit Karabag, Villarreal, Olympiakos, si ça fait 3 défaites, c'est logique. C'est dire à quel point ce club a chuté. On veut un match Ajax-Nice pour l'histoire. En vrai, vu ce que je vois de l'Ajax de temps en temps en Eurodivisie, je pense que Nice a un coup à jouer. Vraiment. En fait, il faut que le match se passe le week-end pour que les Niçois soient pas trop perturbés. Si tu mets le match le jeudi soir, Nice en prend 3, triplé de Weghorst, rideau. Par contre, ouais, si ça se joue un samedi, pourquoi pas? Ça peut être une opportunité, quoi. C'est une belle question, mais au-delà de ça, on va y revenir tout à l'heure quand on évoque cette opposition face à, à Benfica. Mais moi qui suis un amoureux du football européen, des clubs historiques, et qui je vais pas dire une affection particulière pour l'Ajax, mais c'est vrai qu'il y a eu l'épopée, c'est quand même un truc historique en termes d'identité, d'ADN, Cruyff, Rinus Michels, l'équipe de Van Gaal dans les années 90, celle de Ten Hag, enfin, c'est un monstre absolu de formation, de repères dans le football européen, et les voir dans cet état-là, alors évidemment, on n'en fait pas un candidat à LDC, mais un minimum, quoi. Enfin, l'équipe, elle a lâché prise, c'est une folie, quoi. Franchement, c'est ça, c'est triste. Mais ils sortent quand même toujours des beaux maillots. Ça, c'est à leur mérite. D'ailleurs, il y en a un qui bientôt, je pense, celui qu'ils avaient contre Benfica, avec le maillot beige, l'écusson qui ressort en gris, le petit col. Voilà, ça au moins, on peut remercier la marque à 3 bandes pour les travaux. C'est ce qu'il faut, quoi. Donc, en tout cas, ouais, l'Ajax, c'est évidemment super, super triste de voir ça. Mais une équipe pour qui ça aurait pu être une soirée difficile. On a peut-être revu certains démons du Sporting et de la Talenta, mais non, l'OM est encore en vie. L'OM peut encore croire à sa qualification, a sorti une deuxième période de patron. Je pense que les supporters marseillais sont passés par à peu près tous les états. Par contre, c'est très rare, hein. 16 tirs de chaque côté, 7 cadrés pour l'OM, 8 de côté de Newcastle. C'est quand même, tu vois, un équilibre assez plaisant. C'est moi qui regarde souvent les stats des matchs, je vois pas souvent ça. Ça on aurait pu avoir vraiment un truc, une balance idéale. Mais du coup, c'est vrai que c'est un match qui a eu plusieurs instants, vérité. Les 5 premières minutes, les gars, de l'OM, c'est tout ce qu'on a vu de pire et ce que tu pouvais craindre comme entame. Vraiment, une manière de se saborder. Le tacle de Demeuré de Balerdi à la 2e minute qui prend direct jaune sur Willock alors qu'il te reste derrière 88 minutes à défendre sur Gordon, sur Murphy, sur Barnes, sur Voltemade qui rentre, sur Duelanga. Et finalement, je commence à le dire, Balerdi derrière a fait un vrai bon match, un match de patron. Donc chapeau à lui parce que c'est le genre d'avertissement et de mauvais gestes qui peut te mettre dans le dur. Et il s'est très très bien repris. J'ai adoré la défense centrale ce soir, Pavard-Balerdi. Les deux, comme l'OM en fait, il y a eu une entame ratée. Et après derrière, quand le collectif et les patrons ont commencé un petit peu à se montrer, eux ils ont fait partie vraiment de cette très bonne colonne vertébrale de l'OL. Tu as raison Hugo, pareil pour Wea qui est pas bien aligné sur l'ouverture du score de Newcastle, mais qui derrière a été excellent dans son couloir droit, passeur décisif, qui a impulsé un vrai truc. Qui gagne selon vous? C'est l'Ajax, hein, 67%. Désolé Niçois, ce sera toujours pas pour vous en Coupe d'Europe, malheureusement. Et c'est vrai que tu as ce tacle de Bellardi, derrière tu as le sauvetage avec Rouli qui fait une sortie un peu ratée, sauvetage sur la ligne, et en fait tu sens qu'il y a une immense fébrilité, que l'OM ne rentre pas dans son match.
l'OM a du mal à rentrer au global dans sa Ligue des Champions. Et au final, t'as la punition qui devait arriver très vite parce que l'équipe était pas concentrée. Tu relâches l'attention sur Barnes. Barnes, c'est peut-être pas Vinicius 23-24, mais ça reste un attaquant de première ligue, un mec en plus que j'aime bien du passage de Leicester. Et voilà, évidemment, c'est un cadeau de le laisser seul comme ça. Et finalement, on a vu un OM derrière qui a repris le contrôle du ballon, un peu plus le tempo du match. T'as eu tellement de ratés. Aubameyang, c'est pareil, hein, t'as eu les deux faces d'une pièce, un peu comme Balerdi, c'est-à-dire qu'il y a une immense frustration de voir ses loupés, la tête, tu vois, la réaction de Zerbi qui finit par mettre sa capuche comme ça, par se cacher tellement il en peut plus, et il y a une réponse en seconde période qui a été à la hauteur de tout ça, avec un doublé, la sortie complètement ratée de Nick Pope, et franchement, l'angle pour la mettre comme ça, avec le ballon un peu enroulé, vraiment, Aubameyang, il la met nickel, franchement chapeau. Et pareil derrière le but pour le deuxième, le doublé, pour mettre son équipe devant. Et même jusqu'à la fin du match, jusqu'à sa sortie, il a continué à faire des efforts, des pressings à son âge, 36-37 ans. C'est juste admirable. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment cette force de caractère d'un Aubame qui se rattrape bien et qui ne tergiverse pas trop. Je pense que c'est un peu le côté expérience en mode j'en ai déjà vécu des matchs comme ça, hein. Il y en a eu des loupés dans ma carrière, mais bon, la vie elle continue, surtout le match, il reste 45 minutes derrière, et 45 minutes en LDC, il y a quand même pas mal d'opportunités à saisir, et lui il l'a fait, en 5 minutes il a renversé la table, et il permet à l'OM d'encore croire à ce destin européen. Le petit Bacola, écoutez, le petit Bacola, 1 heure de jeu, franchement, très bien, intéressant. Il y a forcément ce petit défaut avec la simulation, le petit excès peut-être de confiance. C'est sûr qu'en Youth League ou avec les matchs de la réserve, il y a peut-être pas la VAR, donc il avait oublié ce détail que oui, toutes les simulations peuvent être très très vite checkées, et en 10-15 secondes, le penalty que tu penses obtenir, puis là c'est vrai que tu revois la simulation, elle est un peu grossière, mais c'est un gamin de 17 ans, c'est aussi ça, hein. Il va grandir, il va apprendre à travers ce genre de fautes. C'est vrai qu'on a senti par exemple sur la dernière percée de Willock en première période, qu'il avait ça qui lui trottait dans la tête, qui se dit je peux plus faire faute. Donc tu vois, c'est le genre de choses qu'il faut éviter, parce que quitte à prendre un jaune, autant que ce soit pour arrêter une contre-attaque et pas une simulation. Et finalement, on a quand même vu de la personnalité. Il a obtenu un jaune en première période, encore avec Willock qui lui met ce petit coup de coude. T'as vu aussi une tentative de loin. T'as cette passe D, et cette passe qui trouve une très très belle zone pour Aubameyang, qui force finalement, c'est même pas qu'elle force sa passe, mais Nick Pope y va, et du coup Bacola, tu vois, première titularisation en LDC, le gamin termine avec une passe D. On a envie de revoir ça, mais c'est au global tout ce qui se passe au niveau des jeunes, qu'ils soient formés ou post-formés à l'Olympique de Marseille, c'est assez sympa ce qui se passe en termes de dynamique avec les jeunes joueurs, avec les espoirs, Robinho, Vaz, Nadir, Bilal Nadir la saison dernière, un petit peu cette saison, là maintenant c'est Bacola. Donc il y a quelques années on pouvait pas voir ça, des jeunes qui étaient lancés direct dans le grand bain, dans un tel contexte, des rendez-vous XXL, et ça je trouve c'est plutôt bien. Je pense qu'il y a une main tendue de la part de Benassia, de Longoria, de Zerbi. On a envie de remettre un petit peu des jeunes, hein. On sait que ça a toujours été depuis tellement longtemps, ça reprend de mer à l'OM, hein. Il y a eu Nasri, il y a eu Bouba Camara, il y a eu un peu Maxime Lopez, sinon c'est très compliqué. Et là pour le coup tu vois que les jeunes ne sont pas mis de côté, c'est pas juste les 18-19e hommes, allez tu les fais rentrer 5 minutes contre Brest pour allez petit, vas-y tu vas être content. Et là pour le coup c'est bien. Alors forcément il faudra qu'il y ait des lendemains et qu'on revoie ça, mais pour le coup Bacola, son heure passée sur le terrain, j'ai bien aimé ça. Et finalement cet OM là qui il est passé par pas mal d'états, mais si tu fais la globalité de la rencontre, ça a été plutôt bien maîtrisé. On a vu un OM se procurer beaucoup d'occasions. T'as eu ces 5 minutes ratées dès le début, la fin où t'as un peu plus subi, parce que Newcastle a essayé d'aller chercher l'égalisation, mais j'ai vu un OM à la hauteur du rendez-vous. Ça a été souvent le cas en Ligue des Champions, tu vois, le match à Madrid était vraiment bon. T'as eu le match contre le Sporting jusqu'au quart rouge qui était costaud. L'Atalanta ils sont passés à côté, mais on sait ce qui s'est déroulé à la fin, où c'est ce qu'on dit souvent, hein. Tu peux être naze, tu peux rater ton match, mais par contre c'est une chose différente de se faire avoir par l'arbitrage, et tu peux être éclaté, mais quand même obtenir un penalty qui aurait pu y être sur la main d'Ederson. Donc tu vois, il y a eu beaucoup de frustration parce que tu as eu des scénarios où tu t'es plombé
toi-même, t'as été plombé par l'arbitrage, par des faits extérieurs. Et là, j'ai l'impression que même si t'as eu cette petite tempête au début, bah, l'OM a su garder la tête froide pour aller chercher cette victoire ô combien précieuse. Parce que, comme je le dis, ça ne compromettait pas les chances de qualification, mais je pense que l'OM a plus intérêt à terminer 17e, 18e que passer ric-rac. Je pense que si on veut les voir en 8e de finale, passer ce barrage, bah, c'est mieux d'être dans cette position, quoi. Ouais, Emerson, c'est vrai que le tacle était assez... il était rugueux. S'il y avait eu un revisionnage VAR, j'aurais pas trouvé ça déconnant. Mais voilà, il a estimé peut-être qu'il y a eu un check dans l'oreillette. Tu as dit, bon, c'est un gros tacle, c'est le fameux jaune orangé. S'il y en a un autre, c'est dehors. Mais voilà, ça n'a pas été comme ça. Ah, ça glisse, ouais, c'est exactement ça. Non, franchement, le match de l'OM était bien, tu vois. Vermeuren, pareil, c'est le genre de... Bah, je comprends pas pourquoi, encore une fois, il a pas joué contre l'Atalanta, parce que il te bonifie ton milieu de terrain. C'est pas c'est pas le mec parfait qui va tout bien te faire, mais dans ce contexte marseillais qui a besoin d'une certaine vision milieu de terrain, je trouve qu'il apporte quelque chose de différent. J'étais persuadé que ce soir, De Zerbi allait mettre Vermeuren, Højbjerg, Kondogbia pour répondre au gros milieu de Newcastle. Et on a vu que Joe Hinton n'était pas là, que c'était Willock qui était aligné à sa place. T'avais quand même Tonali, Guimarães. Et finalement, c'est vrai que t'as pas été en souffrance dans ce secteur où tu pouvais te dire Newcastle peut te poser des soucis. Il y a eu quand même, encore une fois, des transitions de la part des Magpies où on sait que c'était une de leurs armes avec des joueurs qui vont te faire des courses dans tous les sens. Mais voilà, t'as pris un but, t'as été en danger, mais finalement je trouve que quand même la défense de l'OM a su bien résister. Je vous le dis, Rouli très bon, Balerdi s'est bien repris, Pavard un de ses meilleurs matchs à l'OM depuis son arrivée. Même surtout, je pense, par rapport au rendez-vous, c'est même son meilleur match. Lui qui a eu voilà, ses petites, on va dire, ses petites frayeurs avec le Sporting et Lens, l'enchaînement était pas ouf. Mais ouais, je sais pas s'il y a un MVP parce que Obama a été très très bon, mais franchement, Obama, Wea, Pavard, non, t'as eu des joueurs qui ont été là. C'est fiable la prévision, 8-9 points d'Opta. C'est comme d'hab, on sait jamais, parce que l'an dernier, ça s'est joué à 11 points. Donc peut-être que, mais là, par rapport au rythme de l'an dernier, c'est un peu plus tassé, on va dire ça comme ça, quoi. Donc pour l'OM, ça pourrait être validé en cas de victoire, par exemple sur le Mont-Saint-Gilloise, de manière hypothétique, parce qu'il y aura quand même des points à aller chercher. Ouais, Paixão peut-être un peu moins dans le coup. Après, Paixão, il a sa fameuse... ses fameuses tentations, de très souvent tenter. Des fois, il oublie ses copains. C'est vrai que quand tu compares avec Aubameyang et Greenwood, mais comme le dit Juju, je note quand même ses efforts défensifs, le repli. C'est un mec qui taffe pour les autres. Donc ça, au moins, on peut lui mettre à son actif. C'est un joueur qui ne se cache pas. Et ça, c'est ce que j'apprécie de sa part. Et quelqu'un le disait, c'est vrai, plus haut. Paganelli, c'est vrai que c'est pour ça que j'aime bien aussi la LDC sur Canal parce qu'on voit aussi ce bon vieux Lolo Paganelli. Et lui, il est dans le virage. Là, il va chanter pour DP. Il est avec les mecs. Il faisait les animations en tribune, en tribune marseillaise. Lui, il était vraiment au taquet. Et sur le deuxième but, je pense qu'il faudra réécouter. Mais ouais, c'est un supporter marseillais authentique, le bon Paga. Il vibre comme jamais. Ah ouais, c'est fou. C'est une sorte d'Ocampos en fait, même si je déteste dire ça, à ce prix en un temps plus. C'est ça, c'est que Paixão, les débuts pour une recrue, un mec qui change de championnat, qui arrive, qui découvre un nouvel environnement, voilà, les débuts sont pas si inintéressants, mais il va faire partie d'une catégorie de joueurs où le prix va influer nettement sur ce qu'on pense de lui. C'est un peu comme Niakhaté l'an dernier à l'OL, quand il arrive pour 30 millions de Nottingham, malheureusement c'est pas à la hauteur d'un défenseur Ligue 1 hors PSG qui vaut 30 millions, enfin qui coûte 30 millions. Peut-être que Paixão aura besoin de plus de temps, parce que quand on voit que Niakhaté s'est très très bien repris sur sa deuxième saison lyonnaise, mais pour l'instant on reste sur notre fin. Mais au moins, il bosse pour les autres, il se blesse plus, il peut enchaîner les matchs. Et maintenant, peut-être qu'il a besoin d'un peu plus de déclic, parce que bon, le match contre l'Ajax c'était pas mal. Là, on a envie d'en voir plus de la part du bon petit Igor. Ça, c'est clair et net. Non, sinon c'est vrai que pour l'OM, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai trouvé leur match vraiment intéressant, et surtout j'ai aimé la réaction après l'ouverture du score où bon, ils ont loupé l'entame, ok, et ils sont vite passés à côté. Et pareil pour les occasions, je sais pas ce qui s'est dit dans le vestiaire, ce que De Zerbi a dû insister, mais c'est vrai qu'on a senti que cette équipe de Newcastle était prenable, déjà parce que Newcastle n'a pas ce besoin urgent de victoire de points. Ils étaient à 9 sur 12 avant.
En PL, ils vont jouer contre Everton ce week-end. En PL, même s'ils ont fait cette belle victoire contre City, bah voilà, ils ont quand même, ils sont loin du top 10 encore, donc ils doivent s'en rapprocher. Pourtant, c'est vrai que quand tu regardes l'équipe, et c'est là tu vois que la PL, entre guillemets, c'est un autre monde. Enfin, tu regardes l'équipe de ce soir. Pope, Livramento, Thio, Char, Burn, Willock, Tonali, Guimares, Murphy, Gordon, Barnes, c'est pas mal. Tu sens qu'il y a des titulaires qui manquent, mais t'as sur le banc Ramsdale, Joelinton, Svet Pontman, Meili, Ramsey, Voltema 2, Elanga, Hall. Ils ont quand même un effectif qui est. Je trouve que ils ont bien bossé post-Isaac pour doubler tous les postes et faire un parcours en LDC. Et c'est vrai que cette équipe, on sait qu'en dehors de Saint-James Park, ça peut être plus compliqué, mais je le dis souvent, ils sont quand même allés taper Lyon Saint-Gilloise 4-0. Donc Newcastle, c'est aussi se dissocier du contexte PL, où là, ils sont vraiment dans le dur quand ils vont hors de leur base et en LDC. Donc fallait quand même se méfier d'eux. Et voilà, t'es pas tombé dans le piège, parce qu'on sait que Newcastle, ça te rentre dedans, c'est très intense, c'est très agressif, ça va toute berzingue. On a vu des gros contacts, on a vu, voilà, tu vois, Rouli avec ce bandeau, le pied de Dan Burn, on a vu des chocs, on a vu des trucs où tu fais waouh, enfin, vraiment, ces gars-là, ils sont pas là pour rigoler. Et c'est vrai que c'est une équipe, c'est difficile de les jouer. Franchement, sur le terrain, je pense que tu sors d'un match contre Newcastle, tu dois être un peu lessivé. Et aussi, j'espère qu'ils sont lessivés, sinon ce sera assez douteux. Mais ouais, ça doit être quelque chose, quoi. Ouais, Thio est pas mal. Non, Thio, il est arrivé du Milan. Et je sais qu'il était en balance entre la sélection allemande, où il a déjà des sélections, mais il pouvait peut-être encore choisir le Sénégal. Et normalement, il va rester avec l'Allemagne. Et c'est vrai que tu te dis, Thio Scholterbeck, ça peut avoir de la gueule pour l'avenir. Et quelqu'un disait, c'est vrai que Sandro Tonali, quand il n'y a pas des codes boostés sur BetClick et Winamax, c'est pas ouf. C'est vrai que Tonali, ça fait partie de ces joueurs, quand tu le dis comme ça sur le papier, ça saute aux yeux, mais c'est peut-être par hasard si Newcastle est peut-être un peu moins performant en PL, si Newcastle et également, si l'Italie a eu du mal à se qualifier en Coupe du Monde, c'est que Tonali joue, a peut-être un coup de moins bien. Après, moi, j'aime beaucoup le joueur, j'ai adoré ce qu'il a fait à Milan. Quand il est revenu à Newcastle, je disais, c'est un coup dingue. Et hop, paf, une semaine après, suspension de plusieurs mois pour ces histoires de, voilà, les deux équipes marquent, nul mi-temps. Et ouais, il s'est fait rattraper par la patrouille. Mais bon, Newcastle, finalement, ça termine avec une défaite. Et après, je pense, comme je vous le dis, pour eux, c'est vraiment la priorité PL, se remettre bien avant la deuxième partie de saison pour aller accrocher une place en Coupe d'Europe. Du coup, ça dit quoi ? Ça va Everton, ça reçoit Tottenham en milieu de semaine et ça reçoit Burnley. Donc tu vois, là, ils ont quand même un gros enchaînement. Je comprends que Eddie Howe ait fait tourner ce soir. Et ensuite, tu vas à Leverkusen, tu reçois le PSV et tu vas au PSG. Donc ouais, c'est vrai ils avaient bien besoin de prendre autant de points, même si je pense qu'entre le PSG à la maison, ça peut faire... Par contre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le nombre de matchs qu'ils vont jouer en l'espace de 2 mois, parce que là, tu as Everton, Tottenham, Burnley, Leverkusen, tu as Sunderland, ça fait 5, Fulham, Chelsea, United, Burnley, Palace, ça fait 10, Leeds, Wolves, ils vont jouer 15 matchs en 2 mois. C'est un rythme de dingue. Après, on sait que là-bas en Angleterre, ça s'arrête pas. Et d'ailleurs, le petit Manchester United Newcastle, le jour du Boxing Day, le 26, parfait, hein. Juste après pour digérer Noël et savourer ses cadeaux, il va être fort, quoi. Palace joue 3 matchs en 6 jours. Non mais qui sont ces gens qui font des calendriers ? C'est vraiment de la dinguerie, quoi. Et merci au bon Jean-Louis Leca pour le Prime. Merci beaucoup au roi du Mercato du côté de Bollard. Et c'est vrai, comme le dit Soigny, on a parlé de Pagani qui était en feu, mais il y a un autre visage connu du microcosme marseillais, c'est Kirill Louis-Dreyfus, qui est quand même actionnaire majoritaire de Sunderland, qui était dans les tribunes du Vel et qui a bien célébré. Donc Kirill Louis-Dreyfus, n'oublie pas d'où il vient, et il a bien apprécié ça, quoi. Après, s'il veut vraiment aider l'OM, peut-être qu'il peut faire une offre très très généreuse, hein, je ne sais pas, hein. Peut-être qu'il peut faire une offre de 35 millions pour Ulysse Garcia, histoire de renflouer certaines caisses. Lui, il aura peut-être un joueur qui pourrait rendre des services en PL, mais surtout, l'OM pourrait avoir un peu de liquidité à dépenser sur le mercato. Il a encore 5% des parts de l'OM, il me semble. C'est vrai, tu as raison de le dire à Herzog. Maintenant que tu le dis, c'est plus qu'un supporter. Voilà. Oh, les 40 millions pour Nimbopé. Ah, voilà. C'est vrai que c'est ça. Et comme le dit Swanny, c'est vrai qu'en plus, il y a une vraie rivalité entre Sunderland et Newcastle. Et voilà, il y aura un match le 14. Et c'est vrai qu'il y a peut-être des plus jeunes dans le chat. Comme Sunderland a disparu pendant longtemps de l'élite du football anglais pendant 8 ans, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un derby du nord de l'Angleterre entre Sunderland et Newcastle. Ces deux-là ne s'apprécient pas. Donc,
ça va être un beau rendez-vous. Bah, pour terminer, Kilax, Bacola, je l'ai déjà dit, mais j'ai bien aimé son match. Il y a eu cette simulation qui forcément, voilà, c'est le petit truc à éviter. Mais bon, t'as 17 ans, t'es plein de fougue, c'est ton premier match si tu es en LDC, t'as envie d'aider l'équipe et tu te laisses déborder par certaines choses. Mais sinon, sur l'heure qu'il a passé, écoute, on a vu des intentions, on a vu des petites prises de risque, on a vu une passe D. Donc franchement, ouais, t'as envie de revoir ce gamin un peu, un peu plus tard, voir ce que ça donne, quoi. Donc GG encore une fois à l'OM pour cette victoire, ça permet d'espérer de les revoir au moins en barrage. Et on rappelle du coup que l'OM reçoit Toulouse, ensuite une semaine après va à Lille le vendredi soir, et tu auras donc le déplacement à Lyon Saint-Gilloise le mardi pour la 6e journée de Ligue des Champions, le mardi 9 décembre, et que tu termineras par Liverpool et le Club Bruges. Alors, qui sera là, pas là par rapport à la CAN, ce sera une vraie question. Qui ira loin, qui restera à quai. Voilà, il faudra composer avec ça. Mais bon, là, si tu fais la bascule sur l'USG et que tu prends une autre victoire, je pense que tu seras vraiment bien placé pour au moins être dans les barragistes. Et c'est ce qu'on espérait. De toute façon, moi, ce que je voulais pour l'OM, je pensais en début de saison, si vous m'avez souvent écouté sur hors-jeu ou sur les débriefs Ligue 1, ils ont un effectif taillé pour être top 3 en championnat sans trop se fouler. Bon, là, tu vois, ils sont quand même à 2 points du PSG. Ils ont une grosse attaque, donc tant mieux. Et en LDC, bah, c'est là que ça manque un petit peu. Hein. C'est vrai qu'ils restaient sur une série, je crois, de 17 défaites de suite sur des équipes du top 4 européen. Donc il y avait aussi besoin d'arrêter une série vraiment plus que négative. Et j'ai envie de les voir au moins en 8ème de finale. Je pense que c'est une équipe qui peut atteindre ce niveau. Et voilà, ça doit passer par ce genre de victoire contre Newcastle pour les Phocéens. L'année dernière, la J5, c'était à 7 points le 23e et 24e. Non, mais c'est ça, c'est que l'an dernier, je vous le redis, le Dynamo Zagreb saute avec 11 points. Donc c'est quand même un petit peu chaud, tu vois. Va falloir se sortir de cette situation. Alors attends, le classement, où est-ce que je l'ai déjà hop, là tu prends le classement de l'an dernier. Tu vois, Bruges, il passe avec 11, le Sporting aussi, City aussi, et Zagreb, il saute avec 11, Stuttgart saute avec 10, et derrière, tu as Shakhtar qui est 27ème avec 7 points, donc tu avais quand même un écart de 3 points, mais tu vois, tu te qualifies pas avec 11 points, normalement, c'était un standard où tu devais y être, quoi. Donc, va falloir être vigilant là-dessus. On avait un gros choc ce soir, les amis, je pense que vous en avez déjà pas mal parlé, ce Chelsea-Barça, un bon parfum d'Europe. On aime ce genre de rivalité de classique européen. Il y a du Bayern Real notamment auquel on peut penser, du Milan Liverpool. Avec le PSG, c'est vrai qu'on a eu des oppositions assez mythiques. Hein, Chelsea, le Barça, le Real. Mais c'est vrai que ce Chelsea-Barça, bah, on sait que c'est toujours des matchs un peu spéciaux. En plus, je l'ai tweeté, hein, j'aime bien Stamford Bridge comme stade en LDC. C'est peut-être pas la meilleure ambiance. De toute façon, on sait qu'en Angleterre, c'est toujours un critère à part. Mais je sais pas, ce stade où tu as des tribunes qui sont proches, vraiment proches du terrain, de la pelouse, où tu as une architecture, où tu as un truc la nuit, mardi, mercredi soir, Stamford Bridge en LDC, pour moi, ça reste c'est un monument, je le dis. Évidemment, quand on pense à grand stade anglais en LDC, il y a Old Trafford, il y a Anfield, mais je trouve que Stamford Bridge est dans cette catégorie. Il se passe souvent des choses en LDC. Alors, c'était très bien de voir Chelsea en Pipion League, mais leur vraie place, hein, ça reste quand même cette LDC. Et finalement, on avait deux équipes, on était un peu dans l'attente de voir, parce que sur le papier, tu avais quand même du beau monde de chaque côté. Tu vois, quand je pense à la bataille du milieu de terrain, bon, t'as pas Pedri, mais t'as De Jong, Garcia et Fermin, et en face, t'as Reece James. On sait qu'il y a Gusto qui est derrière, et lui qui monte dans le double pivot avec Caicedo, et Enzo Fernandez qui peut redescendre si besoin, donc je trouvais déjà que c'était une opposition intéressante. T'avais pas forcément de pur neuf, t'avais pas de Lab, de Guyou, comment il s'appelle, de Joao Pedro, mais t'avais du coup Pedro Neto, t'avais de temps en temps Estevao ou Garnacho qui pouvaient prendre des courses axiales, et bah écoutez, ça a été une correction, hein, on peut le dire, et pourtant, c'est le genre de match qui peut basculer très très vite parce que dès la 5e minute, il y a Ferran Torres qui a une occasion monstre, vraiment, il y a une opportunité, un face-à-face, et c'est le genre de choses où t'es plus que frustré de même pas cadrer, parce que là vraiment, il est au point de pénalty, il y a le but. Ok, le gardien, il choisit son côté, mais cadre au moins. Cadre, parce que là, ça passe à côté. Et le match de Ferran Torres, ouais, c'est un 2 sur 10. Hein. Enfin, c'est terrible parce que ça, derrière, il y a une chaîne de responsabilité. Voilà, c'est pas terrible. Hein. Franchement, ce qu'a proposé Ferran et quelques-uns des autres joueurs du Barça. Bon,
Il est temps d'ouvrir certains dossiers, hein. Le dénommé Ronald Araujo, encore une fois, une perf ronaldesque en Ligue des Champions. On se souvient du quart de finale en 2024 contre le PSG avec Barcola quand il le fauche, enfin quand il le retient, que ça fait carton rouge au retour, alors que le Barça avait la maîtrise, avait l'avantage. Est-ce qu'il fallait pas mieux concéder un but plutôt que se plomber sur l'heure restante? L'an dernier, son entrée contre l'Inter est catastrophique. Là, c'est qu'un match de poule, mais voilà, le premier jaune, c'est une contestation. T'es capitaine, voilà, fais-toi discret. Et je sais pas, quelques minutes après, il envoie un tacle, une espèce de balayette à Cucurella. Il y va spontanément pour le déchirer. Et on est fatigué, quoi. Enfin, j'ai vu qu'Araujo, en plus, il était sous contrat jusqu'en 2031. C'est beaucoup. Franchement, c'est pas. Enfin, j'ai pas envie des fois de tomber comme ça sur des joueurs, mais on parle du Barça, on parle d'un mec qui commence à prendre un petit peu en bouteille, en expérience, qui a des responsabilités. Il y a ce brassard, c'est pas normal ce qu'on voit depuis pas mal de temps de sa part, hein. Et ce qui est encore plus regrettable, c'est que je me souviens, il y a eu des offres, hein, du Bayern, des tentatives, des histoires de clauses. On a parlé d'un certain montant, 80, 85, voire 90. Le Barça a toujours repoussé ça, mais franchement, au bout d'un moment, bah là, je suis pas sûr que le Bayern va revenir à taper à la porte. Quoique j'ai vu, franchement, j'ai tapé récemment offre Bayern de Araujo, et il y en avait, tu vois, encore des approches il y a quelques mois, donc ils ont jamais trop fermé la porte. Mais là, quand tu vois que Upamecano, derrière t'as Ito qui revient, t'as toujours Kim qui est là, peut-être qu'ils auront sur un défenseur plus fiable, mais pour le coup, Araujo te tue ton équipe, quoi. Et même pour vous dire, pour refaire une confidence, même ma compagne, hein, qui connaît un petit peu le foot, mais qui regarde pas tous les matchs, ma compagne m'a dit, enfin voilà, on a regardé, elle a dit, ah, encore Araujo qui prend un carton rouge. Donc si même elle sait que ce gars-là est sujet à ce genre de dinguerie, c'est pas hasard, c'est que hein, ce dénommé Ronald, il fait des sueurs froides à tout le monde, que ce soit en Catalogne, que ce soit les observateurs du foot, plus ou moins proches. Donc, ah non, c'est pas possible. À ce niveau-là, en LDC, tu tues ton équipe, tu te tues toi-même, c'est pas crédible. Bah, déjà, le premier but, Koundé Torres, il y a je ne sais combien de contres, un truc tellement aléatoire. On souffle direct. Et voilà, après, à partir du moment du rouge. Et puis, non, je l'ai dit, le Barça, encore une fois, avec leur jeu de flic. Alors, certains disent il faut en finir avec ça. Moi, je suis pas forcément d'accord. Je pense que c'est une stratégie qui lui a apporté la crédibilité. Peut-être qu'il faut revoir ça. Peut-être il a plus les joueurs pour le faire avec. Peut-être que Inigo Martinez, c'était vraiment le mec qui tenait ça. Et je le dis souvent à chaque fois que je parle du Barça, mais on a sans doute sous-estimé, hein, les gars, cette histoire, hein, d'Inigo Martinez qui part en Arabie Saoudite. Alors certes, il avait 33, 34 ans et allait prendre un beau chèque en Saudi Pro League, mais il était tellement important dans son duo avec Koubarsi sur ce qu'il apportait au global à cette défense du Barça, et t'as jamais su trop le remplacer. J'ai vu qu'il y a une rumeur Schlotterbeck du côté du Barça. Je pense que c'est un joueur qui peut justement jouer dans cette ligne haute. C'est un joueur qui serait pas extrêmement cher, mais pour le coup, est-ce que tu peux aller chercher dès cet hiver? Est-ce que ce sera l'été prochain? On sait que les finances du Barça, c'est toujours une histoire complexe, mais Schlotterbeck, moi j'aimerais beaucoup le voir. C'est un joueur que j'aime beaucoup à Dortmund, j'aime beaucoup avec la sélection allemande, qui a eu quelques pépins physiques, mais je pense qu'il peut être vraiment utile à ce Barça de flic. Voilà, après, t'as eu quand même le retour de Rafinha. Faut en fait peut-être serrer les dents. C'est une période un peu plus difficile pour le Barça, où tu vois plus de défaites, tu vois plus de contre-performance, tu vois plus de déprime individuelle, tu vois plus de déchets techniques, d'erreurs tactiques que ce que tu as vécu l'an dernier. Mais on se l'était dit sur le plateau d'hors-jeu avec Elton quand il était venu, le plus dur pour ce Barça, c'est faire le deuil de ce qui se passait l'an dernier, en sachant que tu étais pas loin de faire un truc colossal avec la LDC, mais l'an dernier c'était beau, ça nous a fait rêver, c'était magnifique le Barça du 24-25, sauf que là on est le 25 novembre 2025 et il faut avancer, et que le Barça est une équipe qui est loin, encore une fois, je pense, de ses ambitions, des attentes qu'on peut avoir. Tu as, je pense, voilà, Arsenal, Bayern, qui sont dans cette catégorie des excellentes équipes. Je mets le PSG avec, parce que même en ayant cette défaite contre le Bayern, tu as des blessés, et on sent que le PSG au printemps, ça va être de nouveau une belle machine. Mais pour l'instant, le Barça, voilà, on va voir, hein. On sait qu'ils peuvent encore récupérer du beau monde, qu'il va falloir se réveiller. Le plus important, c'est peut-être pas de perdre à Stamford Bridge là, mais ce serait d'éviter de perdre dans quelques semaines. Voilà, on verra si c'est une équipe sur cette saison qui vaut à changer, quoi. Et non, comme tu le dis, Sébigno, un mot sur l'immense Cucurella.
Et pareil, Zuxi qui dit tu penses que les erreurs des Barcelonais font relativiser la perte de Chelsea? Non, le Barça a été plombé, c'est plombé, le Barça fait n'importe quoi, mais il faut surtout pas sous-estimer la très belle performance de Chelsea. C'est une équipe qui, je trouve, même avec ses absents, a de la personnalité, a des joueurs pour faire mal à beaucoup de moments. Et Cucurella, en fait, je pense que depuis l'Euro 2024, il a mis tout le monde d'accord. Ce gars-là est top 3 latéraux gauche au monde. Il y a Nuno Mendes qui est tout en haut, mais Cucurella fait partie de cette référence à ce poste absolu. Moi, c'est vrai que c'est un joueur entre Brighton, Retafe, le Barça, Chelsea. Je trouvais que c'était pas mal, mais à ses débuts à Chelsea, c'était un petit peu balbutiant, on peut le dire. Et non, pour le coup, ce gars-là, à chaque fois, ce qu'il t'offre en termes de performance, de fiabilité, puis c'est ce qu'on dit, il est agaçant, hein. Il est agaçant et du coup, tu préfères l'avoir avec toi que contre toi. Et ce Cucurella est vraiment, c'est un joueur en or et il y en a beaucoup, hein. En fait, dans ce Chelsea-là, tu as quand même des joueurs qui sont des top mondiaux, qui sont des top 3, du Caicedo, Fernandes quand il veut, c'est incroyable. Estevao, on va commencer à parler d'Estevao, hein. Il va rentrer dans le débat, hein. 3 buts en 5 matchs de LDC. Il fait partie de la génération 2007. Je n'ai plus besoin de vous la présenter. Avec forcément, il y avait deux beaux ambassadeurs, hein, en face avec Yamal et Koubarsi. T'as aussi du Boadi, du Mastantuono, du Rodrigo Mora, du Giovanni Kenda, du Vuskovic, du Kader Meite. Mais Estevao, tu sens qu'il est en train de se passer un truc autour de ce gamin, entre les buts avec le Brésil, les premières apparitions sous Carlo Ancelotti. Là, avec Chelsea, il commence à bien enchaîner. Il marque des buts importants, il marque des beaux buts. Il a marqué ce fameux but contre Liverpool à la dernière minute. Là, ce soir, c'est un match un peu... C'est le tampon, c'est la carte de visite pour dire je suis Estevao, j'arrive enfin en Ligue des Champions, je vous montre ce que je sais faire. Et ça, peut-être, c'est le genre de compil qui tournera dans 15-20 ans, quand ce gars-là sera vraiment un formidable bonhomme, quoi. Non, Robinho Vaz, évidemment, Robinho Vaz. Mais en fait, ce qui est dingue, cette génération 2007, c'est que j'en oublie parce qu'il y en a tellement qu'au bout d'un moment, tu peux passer à côté. Et c'est fou parce que tu sens que vraiment, dans quelques années, quand on devra faire le bilan de tous ces gamins, je pense qu'on va avoir le tournis, quoi. Parce que même si tu descends, tu vois, j'ai pas parlé d'Ethan Nwaneri. Nwaneri, il a déjà fait de belles choses, hein. Avec Arsenal, t'as Chris Rick du côté Sunderland, t'as Mickey Moore qui est prêté par, comment ça s'appelle, par Tottenham, t'as Joan Gadou, je pense que les spécialistes de FM, vous savez de quoi je parle, t'as Kendry Paez, t'as Marc Bernal, on espère qu'il va revenir à 100% post croisé, t'as Josh King, qu'on a déjà vu avec Fulham en PL, t'as Axel Tab qui est parti à Leverkusen du PSG, donc là t'as vraiment une sélection dingue, puis même les valeurs, quoi, 200 millions pour Yamal, 80 coups par 6, 60 Estevao, 50 Mastrono, enfin c'est des gamins qui explosent de sacrés standards, quoi. Ouais, faudrait faire l'équipe type. En fait, faudrait faire l'équipe type, mais ce qui est difficile, c'est que comme t'as des postes où tu vois, c'est plus difficile de lancer un latéral gauche ou un jeune, même le gardien, tu vois, le gardien, je crois qu'on n'a pas encore de gardien génération 2007. Je vais vérifier s'il y en a un que je connais comme ça. Alexandro Nuziante de l'Udinese, Balevic, Elstern. Après, c'est un poste. Mathis Niflor du côté de Dunkerque. Ça, c'est un nom qui me parle. Voilà, faut leur laisser un peu de temps, tu vois, à ces gamins pour arriver. Mais bon, on a quand même déjà vu une sacrée liste, quoi. Ça, c'est clair et net. Moi, les deux Grecs, hein, Karetzas et Kostoulas, évidemment, t'as raison de le dire. Mais non, enfin vraiment le match d'Estevao, j'ai été choqué. Enfin, le but qu'il met, enfin le fait qu'il réussisse à transpercer balle des coups par-ci, qu'il résiste bien, puis il y a cette finition très puissante. C'est un vrai bon joueur. Et non, Chelsea finalement, c'est un peu une sorte de petit épouvantail, hein. Ils sont là, deuxième en PL, en LDC, ils sont placés. Là, ils sont du coup cinquième, 3 victoires, un nul, une défaite contre le Bayern, 12 buts inscrits, 6 encaissés. Donc eux, ils ont vraiment un tableau de chasse qui est pas mal. En fait, je pense que depuis la Coupe du Monde des clubs, les gens... Enfin, après la Coupe du Monde des clubs, on peut la prendre pour ce qu'elle est. Une compétition de fin de saison, certaines équipes, certains joueurs qui étaient fatigués, eux ils ont joué le coup à fond, mais on a vu des qualités, enfin une finale, tu vois, qui a marqué les esprits. Et finalement, j'ai l'impression qu'ils, même s'il y a eu, tu vois, des moments un peu difficiles, ils ont perdu contre Sunderland, ils ont perdu contre Brighton de mémoire à la maison, ils ont eu quelques contretemps, mais même contre United, ils ont perdu où ils ont fait à peu près n'importe quoi. Mais ce Chelsea-là, je trouve que depuis que Maresca est arrivé, c'est quand même, on voit une progression, on voit une évolution, on voit une équipe qui a
sur-recruter des joueurs d'exception et qui sait les mettre au bon endroit, au bon moment, faire fructifier tout ça. Et vous connaissez ma take qui était risquée en début de saison sur un jeu. Je voyais Chelsea, pourquoi pas prendre la PL, parce que forcément, t'as Arsenal qui attend ça depuis un moment, t'as le mercato XXL de Liverpool, t'as City qui devait se relancer. Mais tu vois, j'aime bien ce Chelsea un petit peu masqué qui avance. Et tu vois, en Europe, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a mieux. Il y a Arsenal, le Bayern, sans doute le PSG, mais il n'y a pas beaucoup mieux. À dire que Chelsea, pour l'instant, ça peut faire partie des équipes vraiment outsiders. Quand je vois ce que peuvent proposer ces Blues-là, c'est comme d'hab. Bon courage pour les sortir. Aller-retour, ça va pas être simple de se les taper, de s'écoltiner. Alors évidemment, peut-être que tu vas pas en profiter. On sait que Robert Sanchez, que Chalobah, ça peut avoir ses petits trous d'air. Mais sinon, franchement, je pense qu'il y a un coup à jouer pour eux et revenir être une sorte, ouais, comme je te dis, d'épouvantail où c'est pas simple de tomber sur eux. Et finalement, c'est bien aussi cette position parce que on les met pas favoris. On les met pas favoris en PL, on les met pas favoris en LDC, et je pense que ça peut leur correspondre en termes d'attitude à venir. Et comme l'a dit quelqu'un de bien éclairé, il y a quand même un match sympa qui arrive. Ce petit Chelsea-Arsenal, 17h30, le match of the day. On va être là les gars, je pense que ça peut être très sympa. En plus à Stamford Bridge, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Là Arsenal qui enchaîne quand même le Bayern. Arsenal qui enchaîne Tottenham, Bayern, Chelsea. C'est quand même costaud comme semaine. De toute façon, c'est le genre de séquence où on voit ce que des équipes, des joueurs, des coachs ont dans le ventre. Donc nous, on est ravis de pouvoir assister à ça. Quoi. Incroyable avec Ismail Apeuf qui est actuellement à Bodo Glimt et qui revient du match. Bah écoute, n'hésite pas à nous dire comment c'était ce stade, cette pelouse synthétique, un petit peu de neige déblayée autour. Ça, on a envie d'avoir ton retour d'expert. Non, franchement, le match de Chelsea, on le dit, c'est pas parce que Barcelone a rejoué, ils se sont tués eux-mêmes. Il y a vraiment beaucoup de positifs à en tirer. Et ouais, Caicedo, à chaque fois que je le vois, je suis émerveillé. Enfin, quelqu'un disait, il y a un monde où s'il rejoignait Liverpool, j'imagine même pas l'état du milieu de terrain après. Peut-être que Gravenberch n'aurait pas percé, tu vois. Mais Caicedo, McAllister, Szoboszlai, ça devrait être interdit par certaines conventions. Et non, c'est vrai que ça tombe très très bien. Et ouais, tu vois que tu fais ça sans Palmer. T'as Liam Delap qui marque, lui qui a ce profil, le catcheur Liam Delap. André Santos qui avait fait un gros match contre Burnley. Donc même en termes de profondeur de banc, après on sait qu'ils ont beaucoup recruté, qu'ils ont ce luxe-là. Mais c'est une équipe qui est bien armée pour jouer sur tous les tableaux. Et je pense que ça peut être un truc, rendez-vous en mars-avril, se méfier, voir où est-ce qu'ils en sont. Parce que d'ici là, tu peux avoir des retours importants et surtout, tu as encore beaucoup de jeunes joueurs, des mecs qui peuvent progresser, voir comment Estevao va digérer ce changement de dimension, parce que même si c'est un joueur qui est programmé pour ça, dès qu'il était à Palmeiras, à 16 piges, on disait, toi, tu vas aller à Chelsea, 50 patates et tout. T'imagines si on a eu Estevao dans la Ligue des Talents, je pense que ça aurait été quand même très particulier. Ouais, Wesley Fofana va-t-il enchaîner 3 matchs de suite ? Bah Wesley Fofana, je suis content pour lui, et c'est pas un hasard, parce que Wesley Fofana, quand il est à 100%, on connaît sa trajectoire, Saint-Étienne, Leicester, Chelsea. Et surtout, il a souvent été rappelé par Deschamps, même quand il avait peu de matchs où il avait pu poursuivre sur la durée. Et sincèrement, Fofana, s'il est épargné, pour moi, ce serait pas une dinguerie de le voir à l'Euro. Parce qu'il fait partie pour moi des joueurs que Deschamps apprécie et qu'il aime voir un petit peu dans ses backups. Exceptionnel à 100%. Ah non, mais de toute façon, quand Saint-Étienne avait Fofana, Saliba, tu savais que les deux pouvaient aller très très loin. Saliba a eu la chance d'être un peu plus épargné, même plus épargné par la blessure. Mais Fofana, il y a de la qualité, quoi. Non, Fofana au mondial, je le sens. Là, on sait que, il y a Saliba, Upamecano, Konaté. Il a fait Hernandez en axe gauche. On sait que Pavard peut revenir. Mais quand je vous dis Fofana, il a été appelé à 2-3 reprises, même quand il n'enchaînait pas. Donc attention à peut-être cette surprise de la liste de Dédé. S'il est, tu vois, à 100%, je serais pas épargné, je serais pas surpris qu'on ait cette surprise au mois de mai. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce Chelsea-Barça. On va survoler les autres rencontres, les amis, avec ce Bodo Glimt Juventus. Oh là là, attendez. Il y a des stats quand même ce soir qui sont étonnantes. 23 tirs pour la Juve, 15 cadrés. Ils ont marqué 3 buts. C'est-à-dire que Nikita Akin a dû faire un match. Alors après, des fois on sait qu'il y a des tirs cadrés qui sont contrés ou quoi. Mais je veux vérifier le nombre d'arrêts
du dénommé Nikita Akin, parce que j'ai l'impression qu'on a assisté peut-être à un truc un peu historique ce soir. Il en a sorti combien, le bougre à 9-8. Déjà, tu sais que il y a quelques arrêts dans la besace pour lui. Il a sorti 12 arrêts. Waouh, 12 arrêts. Ah ouais, 12 arrêts, c'est... est-ce qu'on a le Liverpool Real 2022 pour voir le nombre d'arrêts de Thibaut Courtois? Je pense que ça peut nous être une sorte d'échantillon, voir à quoi ça correspond dans ce sens, quoi. Tac, tac. La finale de LDC, hop, c'est celle-ci. Hop. Moi, j'espère que Courtois a eu 10, même pas, 9-5. Courtois, il t'en sort 9. Bref. Après, on sait que des fois, quand tu as cette stat, ça peut être sur toi. Hein. Par exemple, Evan Diouf, il avait fait 14 arrêts l'an dernier entre Reims et Lens. C'était avec beaucoup d'arrêts qui étaient sur lui. Mais c'est quand même bien de rester concentré. Hein. C'est clair et net. Mais pour ce match, hein, pour revenir Bodo-Glimt, la Juve, ils s'en sortent je ne sais comment. Alors, pour ceux qui voudraient avoir une précision, oui, c'est bien la compo de la Juve. C'est pas Pizzo Cagliari, parce que Perrin, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, Cambiasso, Adzic, Locatelli, McTenny, Conceição, Openda, Miretti. On sait pas trop si on est le mercredi soir en LDC ou si on est sur DAZN à 12h30 entre Hellas Vérone et Cagliari. Hein. Je pense qu'il y a une petite précision à avoir parce que la compo, je l'ai vue, je suis waouh. Il y a un monde où la Juve perd. Ils ont encaissé le premier but. Ils se sont fait peur, mais t'as un joueur, les amis, qui s'appelle Kenan Yildiz, qui, on a parlé d'Estevao, on a parlé de jeunesse, de talent. Kenan Yildiz, c'est 2 ans plus vieux, c'est un 2005, mais il fait partie de cette catégorie de joueurs supérieurs. Vraiment, les gars, il y a un truc avec lui. Les 3 buts, il est impliqué dans la personnalité, dans la prise de responsabilité. Un mec qui se cache pas, dans la fréquence d'appui, de dribble. Vraiment, ce Kenan Yildiz, je commence à me poser des questions. Est-ce que, je vais pas dire qu'il gâche son talent parce que c'est la Juve, c'est une institution, ou pour ceux qui ont suivi hors-jeu lundi, une constitution, mais pour le coup, ils disent dans une équipe qui tourne mal, qui commence à enchaîner pas mal de coachs, qui se cherchent depuis longtemps. Attention parce qu'ils disent il y a un talent fou et il faudrait pas que ça devienne trop frustrant pour lui parce que après je sais qu'il est extrêmement attaché à la Juve. Hein. Bon, ils sont allés chercher jeune au Bayern. Voilà, il y a son idole c'est Del Piero. Il y a une vraie filiation. Mais ouais, attention. Hein. Bah ouais, Mesut, tu dis il y a une nation qui a une attaque Yildiz Güler. Je rajoute même le Cenuzun de Francfort. La Turquie, faudra voir en barrage ce que ça donne. Mais là ils ont 3 gamins. Vraiment pétri de talent, mais il dit j'ai été choqué quoi. C'est vraiment lui qui a dit les gars, on arrête les conneries. On est la Juventus de Turin, on peut pas se faire taper par Bodo-Glimt, on doit assurer le coin LDC et qui allait chercher cette victoire. Et voilà, on a vu 2 buts d'anciens de Ligue 1, Openda et David, c'est très compliqué pour eux cette saison. Donc je pense que ça peut peut-être débloquer quelque chose chez eux, j'espère, parce que la Juve en a bien besoin. Spalletti a pas forcément encore trop mis sa patte. Il n'y a pas de vraie transformation, je trouve, par rapport à Tudor. C'est même pas qu'il se cache pas, c'est qu'il fait vraiment tout dans cette équipe. Ils disent, il me fait presque de la peine parfois de le voir entouré par ces gars. Ouais, ça c'est vrai que quand je vois certains noms, certaines performances et certains déclins, c'est assez chaud. Mais lui, vraiment, tant qu'ils pourront le garder, il y aura une arme fatale. Ça va être c'est quelque chose. Mais comme le dit Axel, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de talent de cette dimension-là en Italie. Donc ce serait bien de les garder le plus longtemps possible. Donc la Juve qui va aller chercher cette victoire sur Bodo, on sait que là-bas c'est pas simple d'aller s'imposer. Monaco l'a fait, la Juve l'a fait. C'est une équipe qui avait un bon ratio. Malheureusement pour nos amis de Bodo, je pense peut-être que l'aventure va s'arrêter. Mais bon, on a pu voir quand même des qualités. On a vu du jeu, tu vois, ils ont accroché Tottenham. Donc c'est pas non plus des rigolos. Et ouais, ils ont égalisé à la 87e sur pénalty. On n'était pas loin vraiment d'une Juve. Et je crois que la Juve, ils sont... Attends, la Juve là, ils sont à... C'est leur première victoire. Ils avaient fait 3 nuls, une défaite. T'imagines, on part de la Juventus. Enfin, pareil, on a parlé de génération tout à l'heure avec le Chelsea-Barça, les matchs épiques. La Juve, bah, moi j'ai connu tôt les années 2000 avec l'équipe de fous furieux
Nedved, Thuram, Buffon, Del Piero, Trezeguet, Camoranesi, tout ça. J'ai connu la Juve de Conte, d'Allegri, le milieu Marquisio, Pirlo, Vidal, Pogba, devant du Tevez, et derrière le back four, Buffon, Chiellini, Barzagli, Bonucci, t'avais des monstres partout. Putain, je vois ça aujourd'hui, ça fait de la peine quand même. Et pourtant, en Italie, vous le savez, mon équipe c'est plutôt la Roma, mais ouais, ça fait partie des monuments du foot. Comme ce qu'on a dit pour l'Ajax tout à l'heure, dans un autre registre Manchester United, ça fait un peu de peine de les voir dans cet état-là, quoi. Bon, là, c'est une victoire, on va pas pleurer, mais maintenant, la Juve est obligée de passer par un scénario un peu foufou pour aller chercher une victoire du côté de la Norvège. Donc, c'est assez chaud, quoi. Donc, on va voir. Ouais, mais même c'est vrai que moi, j'étais trop jeune pour connaître l'époque 95-2000, c'est là où ils prennent leur dernier LDC. Mais évidemment, là, pareil, hein, c'était un truc de fou, hein, avec Deschamps, ZZ. Ouais, ils avaient ils avaient de la ressource, ces Turinois. Ça, c'est clair, c'est clair et net. La grosse surprise ce soir, c'est quand même la défaite de City contre Leverkusen. Belle réussite de la part des Allemands. Tu te dis quand même que cette équipe, on a pris 7 contre le PSG à la maison et City n'a pas été capable de marquer. En fait, ce match pour moi, c'est une preuve et c'est terrible pour ces joueurs parce qu'il y en a beaucoup que j'aime, je considère comme des vrais bons éléments, mais que City n'a peut-être pas de marche sur son équipe bis. Pourtant, l'équipe bis, tu vois, t'as Savigno, Marmouche, Oscar Bob en attaque. T'avais un milieu avec Reinders, Nico et Nico Lewis. T'avais Nico qui restait un petit peu de l'ossature des titulaires. T'avais Kuzanov, Stones, Ake, Aït-Nouri et Trafford au cage. Tu vois l'équipe bis. C'est pas mal, hein. En PL, je sais pas combien ça terminerait. Je pense que si tu fais une simulation sur une saison, je pense que ça pourrait être top 10. Mais là, pour le coup, franchement, même en faisant rentrer les tontons, ça a été trop tard. Parce que là, t'as Haaland, Cherki, Doku, O'Reilly, Foden qui ont été présents. Donnarumma, Guardiol, Silva, Bernardo, Ruben Dias et Nunes qui sont restés sur le banc. Mais là, ils n'ont pas pu empêcher la défaite. Mais ouais, c'est peut-être aussi un aveu, un désaveu pour certains. Tu vois, Savigno, je l'aimais beaucoup à Gérone. J'ai bien aimé certaines performances à City l'an passé. Mais au global, c'est quand même un peu fade. Ça manque d'un truc, d'un déclic. Et tu te dis que il n'était pas loin peut-être de le vendre à Tottenham 80 millions. Est-ce que c'est pas une erreur? Parce que je sens un petit plafond de verre pour ce joueur, mais c'est à lui justement de nous prouver l'inverse, parce que il va falloir qu'il se réveille, parce que là pour le coup c'est le genre de match où malheureusement il va encore continuer à cirer le banc pendant un moment. Reinders aussi qui a été un petit peu en dedans ce soir de ce que j'ai vu. Marmouche qui malheureusement il y a eu des blessures, donc peut-être petite circonstance, mais pour cette équipe de City, ouais, quand il n'y a pas les titulaires, je me suis rendu compte que, attention, pour Guardiola, tu sais que tu vas avoir un 11 un peu repère, mais que derrière, il y a des joueurs, en plus, il va y avoir un petit peu de canne avec Marmouche et avec Nouri qui vont partir, donc attention pour eux, quoi. Le banc de Leverkusen, ça pique les yeux. Nathan Tella, Echeverry, Ben Seguir. Après, il y a pas mal de joueurs que je connais pas, hein. Il y a beaucoup de jeunes, hein. Ouais, de toute façon, tu vois les numéros. Tu vois du 36, du 40, du 42, du 46. Quand tu commences à avoir des pointures de chaussures sur le banc, tu sais que tu fais appel aux gamins d'AUC. C'est vrai qu'ils ont un. Et pourtant, ça suffit pour aller s'imposer avec une équipe où tu vois. Ouais, quand même, c'est pas mal, hein, franchement. En vrai, l'équipe, qu'ils aient pas marqué un but. C'est parce qu'il y a des joueurs que j'apprécie, hein. Grimaldo, Chic, Tillman, Alex Garcia, Loïc Badet. Et c'est bien parce que pour le coup, les Leverkusen s'offrent 3 points et les Leverkusen ils remontent à la 13e place, tu vois. Donc coup de chapeau à eux. Mais ouais, c'est vrai que cette défaite de City, elle a fou un peu mal, hein, de ce que j'ai vu. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Dortmund, les gars, Dortmund, hein, comme d'hab, hein, on l'a dit, hein, top 5, 11 tirs 8 cadrés, gros score contre le Villarreal, nette domination. Et voilà, tu vois encore une fois. Après, c'est vrai que Dortmund, quand tu regardes l'équipe, t'as des joueurs où tu sais qu'ils vont répondre présent. Scholterbeck, Kobel, Anselmino, qui est prêté par Chelsea, j'aime bien le début de saison. Sabitzer, qui a été un peu plus dans le dur. L'impression que ça revient bien là. Svensson, qui est arrivé l'hiver dernier. Guirassy devant. Adeyemi. T'as quand même, tu vois, des repères. Après, t'as des joueurs qui resteront peut-être frustrants toute leur carrière, comme Julian Brandt, mais ça suffit pour aller s'imposer. Et en face, ouais, t'as Juan Foyce qui a pris carton rouge sur le penalty pour Guirassy. T'as Nicolas Pepe qui était là.
T'avais un double pivot, Thomas Partey, Pape Gay, t'avais Renato Veiga, t'avais Buchanan. Sur le banc, t'avais Atami Kotadze qui est pas rentré quand même, hein. C'est pas simple. Molero, Akomach, Dani Parejo. Et même moi, tu vois, le banc, c'est ça qui est bien. Parce que j'ai l'impression que Dortmund récupère pas mal de blessés. Parce que tu fais rentrer Job Bellingham, Pascal Gross, Carnet Chokomeka, Fabio Silva qui a malheureusement raté un penalty. Tient sur la barre. Attention, l'exercice des pénaux du côté du Borussia. Des fois, ça peut manquer. Emre Can, Rami Benzemaini. T'as aussi du Duranville, Ryerson. Ouais, t'as un petit peu de marge enfin à Dortmund. Ça, c'est plaisant. Et non, tu vois qu'une équipe qui enchaîne bien. En Bundesliga, malheureusement, ce week-end, ils ont vécu un scénario un peu fou. Il y a eu le 3-3 contre Stuttgart. Mais tu vois, ils sont quatrième. Bon, t'as le Bayern qui va être injouable, je pense. Là, tu vois, les Leipzig ils sont qu'à 6 points. C'est pas non plus déconnant pour eux. Saison sans Coupe d'Europe. Et t'as Leverkusen, Dortmund qui sont là au contact. Mais voilà, comme d'habitude, on parle pas beaucoup d'eux, mais ils font leur petit parcours, leur petit bonhomme de chemin. Et c'est intéressant de voir peut-être sur qui ils vont tomber potentiellement en huitième, en quart. On sait que c'est une équipe qui a quand même atteint la finale de la LDC en 2024, donc on se méfie toujours un petit peu d'eux. Mais ouais, moi je te dis, hein, si t'as toujours cette part d'aléatoire à Dortmund parce que c'est le Borussia. Mais si tu te dis que Kobel, Schotterbeck, Sabitzer, Adeyemi, Guirassy, et après moi j'espérais toujours que Brandt soit à 100% un jour, même si je trouve que là c'est un peu mieux par rapport à ça en passé, bah pourquoi pas avoir un Borussia conquérant quoi. Ouais, Duranville malheureusement, après Duranville, je crois que c'est un 2006 les gars. En fait c'est le souci de ce joueur, c'est pas enfin, un souci majeur, c'est qu'on l'a connu tellement jeune que pour le coup, tu vois, on a l'impression qu'on le connaît depuis 3-4 ans alors qu'il a que 19 ans, mais ça fait partie de ces joueurs, ça mérite un prêt, et peut-être pas un prêt que de 6 mois, tu vois. Un prêt d'un an et demi, ça n'existe pas toujours, je pense que ça pourrait être une bonne chose. Le dernier titre du Borussia, c'était quand? Bah, c'était 2012, hors Coupe d'Allemagne, c'était 2012 avec Klopp. Donc ça remonte déjà. On sait ce qui s'est passé il y a 3 ans et le fameux scénario contre Mayence. Mais ouais, non, c'est une équipe qui, je vois au moins encore un parcours en LDC. Là aussi, il y a une autre équipe qui espère faire un parcours européen et surtout un coach qui a une histoire qui doit se réconcilier avec cette compétition, c'est Naples et Conte. Alors ils se sont imposés. Ce que j'ai vu, ça n'a pas été si simple que ça. Karabakh qui pose des soucis à pas mal de monde. Bon, t'as Højlund qui a raté un penalty et Scott McTominay, qui d'autre que lui, qui est impliqué sur 2 buts. Juste chapeau à lui parce que ce qui se passe dans sa vie, dans sa carrière depuis 1 an et demi, depuis qu'il a quitté United, il est décisif. J'ai l'impression un match sur deux, il participe à la qualification de son Écosse, la qualification de son pays, l'Écosse, ça va être plus simple dans cet ordre, à la Coupe du Monde, alors que ça faisait 28 ans qu'il s'était pas allé à un mondial. Il a marqué des buts très importants dans la quête du titre. Il a été élu meilleur joueur de Serie A. Il a aussi été dans le top 30 du Ballon d'Or. Enfin, c'est le genre de trajectoire qu'on adore parce que McTominay à United, bon joueur de devoir. Parce que ça devienne un joueur aussi impactant et un mec qui change de dimension comme ça, à cet âge-là, c'est jamais évident. Et bravo à lui parce que c'est devenu un joueur sacrément attachant. Conte il veut pas le faire souffler, il a joué 3 jours après l'Écosse. Ah bah après, je peux comprendre, hein. T'as Zambo Anguissa et comment il s'appelle, De Bruyne qui sont blessés. Il te manque peut-être un élément très important de ce quatuor au milieu. Ça peut commencer à être un petit peu difficile. Donc non, garder le bon Scott McTominay aux côtés de Lobotka, ça me paraît plutôt légitime, ouais. Ça, je l'entends totalement. Bon, je vous avais promis peut-être 2 minutes de débrief sur le Slavia Prague Bilbao. De toute façon, dans le multiplex, je pense qu'on a vu à peu près zéro ou une image, peut-être juste pour saluer le commentateur, vérifier s'il était bien vivant, si c'était pas endormi. Et malheureusement, bon, Bilbao ne va pas bonifier. C'était quoi la victoire? C'était contre Karabakh, donc il reste en dehors. Tu vois, Bilbao, ça peut faire partie des équipes, tu vois, qui vont sauter un petit peu comme l'an dernier où tu as eu dans le top 5 européen Gérone, Stuttgart, Bologne, qui ne font pas partie des 24. Et j'ai l'impression que l'Athletic en prend peut-être le chemin. Les amis, je pense que vous l'attendiez tous, ce résumé, hein, ce résumé entre l'Ajax et Benfica. Est-ce que vous avez regardé déjà? Ça m'intéresse parce que moi, les gars, j'avoue, j'avais cette curiosité, cette envie de voir vraiment pourquoi ces deux équipes sont malades. Alors, on avait déjà vu
des aperçus, les défaites, la défaite de Benfica, notamment à Newcastle, à la maison contre Leverkusen. Tu as eu le 4-0 perdu par l'Ajax au Vélodrome. Tu as eu le 5-1 contre, comment ça s'appelle, le Chelsea. Tu as les défaites contre Galatasaray. Deux équipes, voilà, qui sont pas en forme, mais quand même, je sais pas si vous avez mis un petit prono, par exemple sur MPP. Moi, j'avais mis Benfica parce que j'ai vu des matchs des deux équipes, et certes, Benfica est une équipe qui manque de quelque chose, qui s'est trompé de choix au niveau de sa direction. Rui Costa qui a été renouvelé à la présidence. Pour moi, respect Rui Costa en tant que joueur, mais en tant que dirigeant, c'est pas ça. Mourinho, pour moi, c'est quand même un peu finito en tant qu'entraîneur de club, sélectionneur, pourquoi pas. Et du coup, Benfica se fait un peu plomber par ça. En championnat, tu vois, ils sont à 7 victoires, 4 nuls, ils sont 3e, mais ils sont à 6 points de Porto. On sait qu'au Portugal, un écart, ça peut aller assez vite. Et en LDC, tu vois, ils étaient à 0 sur 12. Mais du côté de l'Ajax, c'est tellement pire, quoi. L'Ajax est 6e et a perdu. L'Ajax, ils ont perdu contre qui? Ils ont perdu contre l'Excelsior. Tu vois, ils ont perdu contre un sort de magie ce week-end. Donc c'est vraiment une équipe qui est... Ils ont perdu contre Utrecht, là, mais ils n'ont pas gagné en championnat sur les 3 dernières rencontres, mais on parle de l'Ajax Amsterdam, quoi. Ok, il n'y a plus Ziyech, il n'y a plus Tadic, il n'y a plus De Jong, Van de Beek, de Ligt, mais tu vois, t'as quand même, tu vois, des joueurs qu'on connaît un petit peu. Weghorst, Klaassen. Après, bon, bah, c'est des mecs qui sont vraiment finito pour moi. T'as de la jeunesse, hein, avec Mika Götze, Sutalo, le petit Ran Bounida, qui a été plutôt intéressant dans ses prises de balles. Donc, on sait que l'Ajax a toujours des équipes de jeunes sacrément costauds. T'as le petit Jordi Mokyo 2009 qu'on va voir un peu plus. Mais, waouh, franchement, c'est chaud, quoi. L'Ajax, c'est tellement une dépression absolue, quoi. Enfin, les voir dans cet état-là. Et pourtant, ils ont tenté, ils ont eu les occasions. Klaassen en loupe une incroyable en deuxième période. Mais Benfica était supérieur et Benfica est censé s'est imposé. Donc, ils ont fait la différence avec le premier but de Samuel Dahl, une belle reprise à la retombée d'un second ballon sur corner. Et le but de Barreiro qui prend un beau relais avec Pavlidis qui est lancé en profondeur. Donc, ils ont fait la différence, les Aigles. Faut voir... Est-ce qu'ils vont pouvoir remonter? Je sais que Benfica, ils ont un calendrier tordu, hein, pour la LDC. Ils reçoivent Naples. Tu vois, pour le coup, c'est pas impossible d'imaginer une victoire. Parce que compter en LDC, c'est pas ça. Ensuite, ils vont à la Juve et ils reçoivent le Real. En fait, s'ils prennent... Après, ils peuvent aussi battre le Real, hein, mais c'est pas impossible. Si on sait que la qualif est à 8 ou 9, il faudra quand même aller chercher, il faudra plus perdre. Si tu fais peut-être 2 victoires, pourquoi pas. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que le pro et Joker qui a été grillé, c'était la défaite contre Karabakh. Là, pour le coup, ils sont vraiment tirés une balle dans le pied tout seuls, comme des grands. Et est-ce que l'Ajax peut faire le fameux grand 8? On l'avait déjà vu tout à l'heure. Est-ce qu'ils vont pouvoir être en mesure de nous décevoir? Du coup, l'Ajax, ça va être déplacement à Karabakh, en Azerbaïdjan, déplacement à Villarreal, réception de l'Olympiakos. Je pense quand même qu'ils vont prendre un point minimum. S'ils le font pas, 0 sur 24, c'est tellement, tellement honteux, quoi. Enfin, je veux bien que l'équipe soit en transition, que ce soit pas dans une bonne saison, que tu aies eu un changement de coach, que tu auras sans doute des changements de direction. Mais on parle de l'Ajax, c'est quand même chaud, quoi. Donc, après, ouais, comme je te dis, enfin, d'un point de vue observateur, le petit Bounida côté Ajax, pourquoi pas. Côté Benfica, je trouve qu'Amar Dedic est un de ceux qui s'en sort le mieux. J'aime bien son activité couloir droit. Et après, c'est vrai que je trouvais que la compo du Mourinho, alors c'est vrai que Luque Bacchio s'est blessé pour un moment, mais tu vois, t'avais quand même Ornes, Barreccia, Barreiro, Rio, Sudakov. J'aurais préféré un profil de pur ailier, tu vois, type Schilderup ou Prestiani, voire peut-être un autre neuf comme Ivanovic, qui n'ont pas joué tous ce soir. C'est quand même conséquent comme choix, hein, parce que tu as de la recrue, tu as des jeunes à faire évoluer, donc Mourinho, et il s'est passé d'eux. Mais voilà, Benfica s'offre un petit sursis, et dans l'affrontement des nullards, comme on le dit si bien, il s'en sortait bien, quoi. Ouais, c'est vrai que Schalke d'Europe, il a aussi une histoire judiciaire assez douteuse, quoi. Non, c'est vrai que vous avez raison, j'avais oublié ce détail. Dans un monde idéal, devrait même pas être dans le groupe et plutôt se concentrer sur ça, quoi. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je te le dis, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, c'est quand même une approche un peu prudente, mais contre cet Ajax là, ça a fait la différence.
Mon cher Hérumi, on arrive déjà sur le dernier match de la soirée avec le Galatasaray Bodo... Enfin, j'allais dire Bodo Glimt, non, parce qu'ils ont déjà affronté, ils sont imposés. Mais l'Union Saint-Gilloise qui va chercher sa victoire de prestige sur la pelouse de Galatasaray qui avait déjà dominé le PSV. Et du coup, l'USG qui se replace, mine de rien. Voilà, 2 victoires en 5 matchs. 22e. T'as un match contre un concurrent vraiment direct dans 2 semaines avec l'OM. Et pour le coup, Galatasaray qui était privé de Osimhen blessé, qui n'a pas fait la différence contre un adversaire peut-être prenable, mais on sait que l'USG, qui n'est plus entraîné par Pocognoni mais par Hubert, bah quand même tu vois des joueurs super intéressants. J'aime bien Adam Zorgan, j'aime bien Aitelash qui avait marqué un super but contre le PSG. Promise David, tu sens que c'est le futur attaquant qui vont vendre 20 patates. Raoul Floruc, un mec qui sont allés prendre en Slovénie, qui a commencé à enchaîner les buts. T'as McAllister, l'autre qui a été appelé pour la première fois en sélection australienne. Australienne. Non, parce que c'est pas Burgess qui est international australien, non, il est anglais. Je sais pas pourquoi j'avais souvenir d'un Australien, mais qui est bien international argentin. Les 2 frères McAllister qui pourraient être à la Coupe du Monde. Mais non, bravo à l'USG. J'ai pas pu voir le match pour le coup. Je regarderai un petit peu ça en détail sur ce qui s'est passé. Mais voilà, savoir faire le dos rond. Et pourtant, tu vois, ils sont autant de tirs. Ils ont même cadré un de plus. Ouais, tu sens que Gala sans Osimhen, t'as peut-être un Gala avec et sans. Pourtant, tu vois l'effectif encore une fois. Sané qui a fait une belle trêve internationale avec l'Allemagne. Tu vois du Gundogan, du Icardi. On sait qu'il a eu un certain capital de but. Non, t'as pas Singo aussi. Singo, très important à Galatasaray, très important avec la Côte d'Ivoire. Donc un joueur, quand je vois pas Singo, je vois pas Osimhen. Je suis un peu dubitatif. Quand je vois pas en plus Singo, attention. C'est 2 titulaires extrêmement importants, quoi. Il y en a bien un australien, Cameron. Voilà, tu vois, j'étais sûr qu'il y avait un joueur australien dans le lot. Je suis pas devenu fou, quoi. Donc ouais, l'USG, futur adversaire de l'OM, attention, hein, parce que dans cette position un peu d'outsider, quand on les donne pas favoris, ils réussissent à faire des coups. Du coup, on a pas mal vu le classement déjà. Vous le savez, l'OM qui remonte à la 19e place. On a toujours les 3 équipes à 4 victoires. Bayern, Arsenal, Inter. On verra demain ce que ça va avoir comme incidence. Notamment le choc à l'Emirates. T'as le PSG qui est 7e, mais qui peut remonter top 4. Et t'as Monaco qui peut, par exemple, passer devant le Barça s'il s'impose à Pafos. Du coup, le programme demain, pour ceux qui voudraient savoir un petit peu. Du coup, on démarre à 18h45 justement avec le match sur l'île de Chypre. D'ailleurs, dédicace, un des commentateurs de Canal a écouté le podcast qu'on avait fait avec Feuille de Match pour parler des petites équipes, des novices en LDC, donc les Karat Almaty, Pafos, Union Saint-Gilloise. Donc dédicace à lui, super sympa, et il a posté un petit tweet. Donc ça fait plaisir de savoir que le COP de Scipion accompagne évidemment des commentateurs de LDC. On aura aussi le Copenhague Kairat à 8h45, ça c'est vraiment pour les purs hipsters, quoi. Ça vraiment, les mecs qui se matent ça 90 minutes, je vous respecte, vous êtes des vrais de vrais. Et à 21h, il y a un beau feu d'artifice, hein. PSG Tottenham, Arsenal Bayern, Atlético Inter, et t'as aussi Liverpool PSV, l'Olympiakos Real, Francfort Atalanta, Sporting Club Bruges. Demain, je ne sais pas combien d'écrans il va falloir pour tout regarder, ça va être n'importe quoi. C'est vrai que dommage que toutes les affiches soient à 21h, c'est vrai. Après, est-ce qu'un Atlético Inter, tu peux le basculer là? Je sais pas. Ou peut-être mettre un Liverpool ou un Olympiakos Real un peu plus tôt. Après, on sait que souvent, c'est les chaînes, les diffuseurs, les pays qui se bagarrent pour ça. Donc, à voir, quoi. En tout cas, on va avoir un sacré rendez-vous. Écoutez, moi, c'était un plaisir, comme toujours, de faire du débrief Ligue des Champions avec vous. On se retrouve ici, même heure, demain soir, 23h, pour débriefer juste après. Je pense que je vais avoir Arsenal Bayern et PSG Tottenham, et après je checkerai pour le multiplex. On verra pour ça. Merci à tous ceux qui ont suivi, comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, notamment les rediffs que je peux mettre sur YouTube. Avec la team hors jeu, normalement on fera un débrief global de LDC jeudi fin d'après-midi, de ce que j'ai compris. Donc voilà, on se retrouvera avec toute la fine équipe, Bruce Braque, Canto, pour revenir à froid sur la victoire de l'OM, aussi sur les scénarios, enfin les résultats du PSG, d'Arsenal, Bayern, tout ça. Donc prenez soin de vous les boss, on se dit à demain, ciao.